Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Bonjour tout le monde, bon réveil, merci de nous être fidèles. Nous sommes le lundi 18 janvier et comme tous les matins, eh bien, le bonjour d'Algérie débarque chez vous. Alors au programme de cette matinale, tout d'abord la rubrique littéraire avec notre amoureux des livres Yazid Ait Mahieddine qui continue avec la série consacrée aux œuvres de Mohamed Dib. Vous verrez, il ne sera pas seul. Nos écoliers s'intéressent désormais à la grande littérature. Ils en sont férus. Ahmed Grigassine, dans la rubrique Brin de sagesse, nous parlera de l'écrivain historien Abdelkarim El Feghoun, originaire de Constantine. Il sera également question de nouvelles technologies avec une spécialiste de robotique qui essaie de transmettre sa passion aux plus jeunes. Elle s'appelle Donia Rahmin, elle est fondatrice de la RoboKids Academy en Algérie. Et juste après, eh bien, notre chroniqueuse à la main verte nous filera quelques astuces pour entretenir nos fleurs, pas n'importe lesquelles puisqu'il s'agit des fleurs semi-printanières. Eh bien, on ne le dira jamais assez également, donner notre sang, c'est sauver des vies. C'est le sujet que nous allons aborder avec Mahfoud Belhout, responsable Croissant Rouge algérien au comité d'Alger, ainsi qu'avec l'athlète Ludmila Yeles, elle est handballeuse. Et c'est donc là l'essentiel de thématiques qui seront abordées dans ce numéro, un numéro sponsorisé par Coral Peinture. Mais dans l'immédiat, bien, c'est le journal météo. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum. La météo, c'est comme tous les lundis avec vous, Falil Chir. Bonjour. Bonjour à vous. Comment ça va? Ça va, super. Très bien, c'est à vous. C'est le retour du soleil, donc je l'annonce avec un grand sourire. Bonjour à vous. Excellent réveil à tous ceux qui nous regardent ce matin. Ravi de vous retrouver. Eh bien aujourd'hui, le soleil reprendra le dessus après dissipation de brume, des nuages bas aussi, formation de verglas. Faites attention au lever du jour. Le temps sera froid à l'intérieur du pays. Côté ciel, on annonce le retour du soleil sur l'ensemble du pays. À signaler tout de même quelques nuages avec possibilité de quelques faibles pluies suivies d'une nette amélioration au courant donc de cette journée. À noter aussi des soulèvements de sable au Sahara central jusqu'au Sahara oriental. Les températures, les voici. Elles vont être très agréables le maximal grâce au retour du soleil. Il fera 17 degrés à Tlemcen, on attend 16 degrés à Oran, Alger, 14 à Rilizan Chlef, 12 degrés pour Dulfa El Beyed, un minimum de 10 degrés à Betna, 12 aussi pour Sétif Constantine, 15 à Nabas Kikda sur la partie sud, 16 à Béchar, 17 à Hassim Saoud Elizi, 20 à Dar Ain Salah Tindouf, 22 vers le Hogar, le Tasli et enfin 30 pour l'extrême sud. À présent, place ce matin à l'état de la mer. Aujourd'hui, la mer sera très agitée près des côtes est avec des vents qui varient entre 30 et 40 km/h. Vers le centre, la mer sera agitée, peu agitée, avec des vents qui varient entre 20 et 30 km/h. Vers l'ouest, la mer sera belle et calme avec des vents qui varient entre 10 et 20 km/h. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 17h59. Vous avez toujours le site de Météo Algérie, les 3 www.météoalgérie.dz. Je vous remercie pour votre attention. Excellente matinée encore une fois et à tout à l'heure. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum. Beaucoup de soleil aujourd'hui. Voilà, c'est une belle journée, donc profitez-en. Merci, on vous retrouvera après les éditions de 12h et 19h. À tout à l'heure. Merci, bonne journée à vous, à tout à l'heure. Alors on entame cette matinale tout en douceur avec le groupe Tsigouyelts, j'ai bien prononcé, j'espère, avec une de leurs chansons qui relate une histoire d'amour entre une jeune fille, et entre un berger et la fille du propriétaire du troupeau. Un choix sans aucun doute signé Yazid Ait Mahieddine. Regardez, appréciez. والمحلة سكر والسماء مكان
littérature. Yazid El Mehdi, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Oh. Ah, je viens Bavette de... par terre, lunettes par terre également, ça va? Je viens de prendre mes lunettes, voilà. Ça arrive, ça arrive. Alors ça se passe bien? Vous avez aimé la Bien musique? cadré? Très très bien. Ça va? On vous voit très bien à l'écran. Voilà, merci. Alors? Vous avez aimé la chanson? Je pense qu'elle vient de vous. Oui, la chanson de groupe... Tigoulé. Tigoulé. Voilà, donc ça parle d'une histoire, l'ashq al-mamnou' entre le berger et la fille du propriétaire du maquignon, propriétaire du troupeau. Pourquoi le même Noël? C'est plutôt impossible, pas interdit. Parce que c'est une histoire entre deux classes. Totalement différente. Totalement différente et finalement peut-être elle deviendra bergère aussi. Peut-être. Peut-être, oui, Peut-être. avec lui. Peut-être lui deviendra prince. Peut-être gendre Voilà, du berger, voilà. du propriétaire de moutons. Très bien. Alors, comme tous les lundis, bien, c'est l'instant Mohamed Dib. Et vous êtes venu aujourd'hui avec une nouvelle œuvre par rapport aux dernières semaines. Oui, c'est Le Maître de chasse, une œuvre publiée en 1973, toujours chez le même éditeur Le Seuil, donc 11 ans après l'indépendance, en 1973. Et Mohamed Dib, donc, il a jeté un regard critique sur la société, sur le processus qu'a pris donc, le pays après donc, la décolonisation. 3 ans après l'indépendance. Oui. Voilà, l'histoire, c'est en fait entre deux groupes sociaux, entre des clivages idéologiques entre deux groupes sociaux. Le premier est incarné par Kamel Ouad. En fait, le roman, c'est un prolongement donc, d'une histoire du roman Dieu en barbarie. En fait, c'est les mêmes personnages qui existent dans Dieu en barbarie qu'on retrouve donc dans le roman Maître de chasse. D'ailleurs, pour mieux comprendre ce livre, parce que c'est vrai qu'il y a des métaphores, des figures de style assez... Absolument, il faut lire déjà Dieu en barbarie pour en fait comprendre le prolongement et la suite de l'histoire de le Maître de chasse. Donc c'est ces clivages entre deux groupes, entre deux courants de pensée, ceux de Kamel Ouad et ceux de Hakim Majar. Kamel Ouad donc représente ce cadre qui a été formé en France et qui revient au pays qui devient préfet. Et Hakim Majar, en fait, c'est aussi un courant de pensée qui sont fédérés autour d'une communauté qui s'appelle les Mendiants de Dieu. Une communauté donc, qui prône le partage, la fraternité, la communauté solidaire et mystique, parce que les Mendiants de Dieu se rapprochent également de cette grande communauté des Fellahs, ceux qui ont un rapport assez fusionnel avec la terre. L'histoire se déroule, il y a aussi des références à Tlemcen, donc au Médresse, au Meshwar, et puis il y a aussi l'hôtel de ville, il y a aussi à Alger, à Genève, et aussi parce qu'il y a aussi d'autres personnages, à savoir Jean-Marie Aymar, qui est un coopérant technique qui a pris part pour le combat libérateur, et puis il y a aussi la communauté des Fellahs, donc Tijani, il y a Arzallah, il y a également le docteur Berchig aussi, qui a sa place importante dans le... Chaque personnage a un rôle bien précis. Absolument, chaque personnage il a un rôle bien précis, et c'était un peu c'était un groupe il y a une séparation entre les deux groupes, au point ils se retrouvent tous pratiquement dans une camionnette, ils se retrouvent dans le sud, en plein steppe, pour rencontrer cette communauté Fellahs et cette communauté des Mendiants de Dieu. Parce que rappelons que Mohamed Dib, par exemple, dans le livre Tlemcen, lieu d'écriture, il y a aussi des espaces où il parle beaucoup de mysticisme et de rapport à la foi, et rapport à cet islam confrérique, des Darqawa, des Issawa, et de Sidi Boumeddin Chouaïb, etc. Donc on retrouve un peu ce rapport à la terre et ce rapport à cette foi, à cet islam populaire. On le retrouve un peu dans ce roman, d'où une partie donc
de la population voulait un peu opter pour la campagne, opter pour les valeurs de l'Algérie profonde. Et par contre, Kamel Ouaïd, il a opté pour le progrès et pour l'ordre. L'ordre à travers, à un moment donné, la violence. Donc il y a cette rupture entre les deux projets de société, entre les deux, il y a un clivage entre les deux. Et puis il y a eu mort d'homme. Et c'est là où les Kamel Hakim Majar, qui est le représentant incontesté des mendiants de Dieu, a été carrément assassiné. Et par la suite, il y a ce travail sur cette erreur et cette rupture avec un idéal, avec une utopie à laquelle tout le monde a cru. Et finalement, c'était le processus d'après était un peu... n'a pas réussi à fédérer tout le monde autour du même idéal. Alors, voilà. juste, Le Maître de chasse, donc un roman qui figure sur la liste des œuvres de Mohamed Dib après l'indépendance, donc on le disait 3 ans après que l'Algérie ait eu son indépendance, en 1965, il n'est plus question de parler de la révolution et des problèmes de tout un peuple colonisé, mais de mettre en place une sorte de projection des rêves de ce peuple-là. Voilà, que dans ce roman, vous le disiez, les Fellahs représentent en quelque sorte tous les Algériens privés de liberté, privés de paix. Et là, les Algériens se disent qu'ils vont profiter des biens, des ressources de l'Algérie, vont enfin avoir leur place. Absolument. En fait, lui, il a jeté un regard critique, un regard réprobateur par rapport au processus qui a suivi la décolonisation. Et puis, il a opté pour le progrès pour tout le monde. Parce que pour les Fellahs, rappelons que Mohamed Dib, déjà, il était syndicaliste durant la période coloniale, où il a pris position avec les Fellahs. Il les a même aidés à défendre leurs droits, à défendre le droit au congé, à défendre le droit aux allocations, etc., auprès des colons. Déjà, lui, il a eu ce rapport avec les Fellahs, avec les paysans, rappelant que depuis l'Antiquité, les Algériens qui étaient saisonniers ont toujours, les Algériens de l'époque numide, nous connaissons tous la révolte des circonciliants, qui sont des paysans, des agriculteurs, qui se sont révoltés contre Rome. Il y a même Saint-Donat, qui est un grand maître d'église algérien, qui a pris position avec ces circonciliants. Donc il y a toujours des références à cette Algérie profonde, à cette Algérie millénaire. Donc il rappelle un peu la présence de ces hommes et femmes qui ont un lien fusionnel avec cette terre Algérie. En fait, c'est... Si on parlait du style oui, d'écriture... en fait, le style d'écriture, cette fois-ci, Mohamed Dib a donné plus de dynamisme à ce texte. Il y a un jeu de lecture, il y a un jeu de rôle. Il y a un jeu X de a dit à rôle. Y, Y Oui, a dit oui. à X, on a l'impression Oui, de lire une pièce théâtrale. Ça commence par Aymar dit. Oui. Après, c'est Ouaed dit. Après, c'est Kamel Ouaed dit. Et c'est Hakim Majar dit. Karima dit. Marthe, parce qu'il y a aussi Marthe qui est l'épouse de Hakim Majar. Il y a Jean-Marie Aymar. Donc, à chaque fois, il y a une distribution de la parole à chacun des intervenants, et chacun dit dans son point de vue, et dit sa vérité. Donc, si je reprends l'une des spécialistes de Mohamed Dib, à savoir Najat Redda, elle rappelle dans une critique de ce roman, elle dit d'autre part une sorte de contamination du genre romanesque par des mises en scène théâtrales et des techniques cinématographiques confèrent au récit un dynamisme nouveau. Donc, dans ce roman, Mohamed Dib a opté par une mise en scène théâtrale en donnant la parole à tour de rôle. Donc, tous les personnages prennent la parole. Et ça, c'est nouveau. Donc, dans tous les romans de Mohamed Dib, c'est la première fois que je tombe
sur cette distribution d'acteurs, j'allais dire, donc cette distribution de... Une technique de narration différente une technique de narration par rapport aux autres. différente, et puis le narrateur ici, il est extra-diégétique, donc il prend toutes ses distances par rapport au personnage, donc il donne... et puis il y a aussi, il a opté aussi pour... les figures de style, les métaphores. Oui, là, qui les sont figures nombreuses. de style, et puis les phrases nominales. Parce que dans les phrases nominales, comme il est aussi dans la description et dans la description des personnages, donc il a opté plus par les phrases nominales. Moi, en fin de compte, donc j'ai choisi un passage, le dernier passage de Mohammed Dib, donc c'est Marthe, l'épouse de Hakim Majar, qui est un personnage qui est décédé dans le roman. Elle dit: une voix qui semble avoir inventé l'éternité et vouloir prendre l'éternité seulement pour raconter son histoire, mais qui ne rend compte au fond d'elle, mais qui ne rend compte au fond que d'elle-même. Donc en fait, c'est le dernier passage, la dernière sagesse, cette dernière philosophie de la vie, racontée et dite par le personnage, l'un des personnages donc, de ce roman, à savoir Marthe. Et puis je voulais juste pour suggérer à nos téléspectateurs, ceux qui aiment Mohammed Dib, pourquoi pas d'envoyer une carte postale à l'occasion de la nouvelle année et carrément noter une sagesse ou une citation de Mohammed Dib. Je pense, je vais vous montrer un petit peu la carte postale que j'ai achetée du musée de Cherchel. C'est une mosaïque des captifs à la recherche de la dignité et de la liberté. Vous l'avez reçue ou vous allez l'envoyer? Non, on les trouve souvent dans les musées, à Tipaza, à Cherchel, ici, au musée du Bardo, un peu partout. D'accord, Voilà. très bien, merci beaucoup. Alors juste, Mohamed, en général, on dit qu'une lecture dit bien demande plus de temps qu'une autre lecture anodine d'un autre écrivain, parce que c'est justement plus difficile, ces paroles, ces mots sont plus profonds que... Absolument, Mohammed Dib, c'est pas une littérature empoulée, prétentieuse, mais il y a une sobriété, il y a une sagesse, plein de il y a une sens. Profondeur aussi. Exact. Absolument, voilà. Ce n'est pas pour rien que ces livres et thématiques sont étudiés partout dans le monde aujourd'hui. Yazid Et Mahedi, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous et de nous avoir décortiqué le maître de chasse de Mohammed Dib. On vous retrouvera lundi prochain, j'espère. Alors, on retrouvera, vous serez avec nous. On retrouvera une jeune écolière qui nous parlera aussi de Mohammed Dib, aussi férue de grande littérature. Aya Amel de Tlemcen, oui. Vous la connaissez? C'était en pianotant sur mon micro, et puis je suis tombé sur la bibliothèque principale Mohammed Dib de Tlemcen, et j'ai pris contact. Et là, on voulait organiser aujourd'hui un peu ce Skype avec cette interview via Skype avec cette jeune écolière de Tlemcen. C'est bien que la jeune génération déjà tente justement vers ces œuvres qui sont très anciennes. Ben oui. On est dans la transmission. Absolument. Aujourd'hui, les jeunes doivent un peu valoriser un peu cette lecture publique, parce qu'il y a de plus en plus de bibliothèques, mais il manque des animateurs de ces bibliothèques qui peuvent un peu promouvoir et encourager la lecture publique, notamment en direction des enfants, parce que maintenant, dans chaque pratiquement quartier, dans chaque commune, il y a une salle de lecture, que ce soit au niveau des maisons de jeunes. Il y a des ateliers aussi. Il y a des ateliers, maintenant même les écoles, au niveau des écoles, il y a de la promotion de la lecture, mais il faut en fait qu'il y ait des profils qui sont faits pour donner cette passion pour l'enfant. Il y a une manière de les inciter. C'est un profil, en fait. Oui, et pourquoi pas une vocation. De nouvelles plumes, voilà, nouvelles belles plumes, comme nos aïeuls. Très bien, merci Yazid Et Mahedi. On vous retrouvera lundi prochain. Vous restez avec nous. On retrouve tout de suite Aya Amel Lazouri. Lazouri, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va.
Alors, tu as quel âge? Tu as une très petite voix. On te voit à l'écran. Adorable que tu es. Oui. Quel âge tu as? J'ai 9 ans. 9 ans. Allah Ibarak. Tu es en quelle classe? 4e année primaire. Très bien. Alors, tu as voulu ce matin nous lire un passage d'un livre qui te tient à cœur, Un été africain de Mohamed Dib. Oui, Tu as le livre sous les yeux? oui. Ah, fais-nous plaisir alors. Un été africain de Mohamed Dib. L'homme vit sur Terre pour une tâche déterminée. Chacun de nous a un devoir à remplir. En conséquence, un simple journalier est aussi utile dans sa place qu'un roi à la tête d'une nation. Il ne mange que du pain sec, mais il le gagne. Et si de plus, il éprouve de l'intérêt pour son travail. C'est un homme sauvé. Disons plutôt, pour éviter les grandes phrases, c'est un homme heureux. Enfin, à sa manière. Oui, heureux à sa manière, car il doit lui manquer beaucoup de choses. Cependant, il a l'essentiel. S'il ne mange que du pain trempé dans de l'eau, il a son travail. Et même davantage, l'attachement à son travail, et ça, c'est une réalité. Merci beaucoup, merci Aya Emel. Alors, je crois savoir que tu es inscrite à la bibliothèque principale de Tlemcen, qui porte le nom de Mohamed Dib, c'est bien ça? Oui, Très bien. Alors, on tient à remercier d'ailleurs le bibliothécaire, monsieur Lazare Abdesamed, ainsi que tout le staff de cette bibliothèque Mohamed Dib de Tlemcen. Aya, dis-moi, dans ton école, il y a des ateliers de lecture ou pas? oui. Un peu, t'allais dire un peu. En tout cas, prise en flagrant. Il n'y a pas de souci, hein, tu peux dire la vérité. Et puis voilà, donc on encourage justement tes professeurs à vous donner envie, à vous transmettre cet amour de la lecture. Aujourd'hui, c'est important. Tu es passionné de lecture. Est-ce que tu écris aussi? Oui, je sais un peu, oui. Tu sais un peu. En tout cas, on t'encourage. On te souhaite une très bonne continuation. Aya Amel Lazouri, merci beaucoup. Et on espère te retrouver très bientôt dans notre studio pour une nouvelle lecture en ta compagnie. Merci beaucoup. De rien. Au revoir, au revoir. Je vous propose de regarder à présent un portrait d'un artisan. Il s'appelle Zoubir, il est constantinois. Il fait de la décoration d'objets avec des nattes de l'Helfa. Un portrait réalisé par notre consoeur de la rédaction de l'information, Bedira Amrani. Sous les mains habiles du jeune Zoubir, de simples cordes sont transformées en différents objets de décoration ou des objets à utiliser au quotidien. Dans son atelier à la nouvelle ville Ali Menjli à Constantine, nous découvrons son univers fait de passion et d'imagination. J'utilise l'alpha et la toile de jute qui sont des matériaux naturels. Je fabrique avec différents objets pour la cuisine, les salons, les chambres et même des coffres pour les mariés. Je fabrique mes décorations avec des objets neufs ou de récupération. Au-delà de l'aspect décoratif, le recours à l'alpha et à la toile de jute offre beaucoup d'avantages. Lorsque je couvre une ancienne théière avec de la toile de jute, non seulement ça fait une pièce décorée, mais ça permet de garder le thé chaud. Et pareil pour l'eau, une fois la carafe revêtue de toile de jute, elle reste fraîche. Couvrir des corbeilles permet de garder les aliments loin de toute humidité. L'atelier de Zoubir attire beaucoup de visiteurs désireux de découvrir ces objets de décor et d'acquérir certaines pièces. Il faut dire que sa page Facebook l'aide beaucoup en cela. J'adore ces objets. Ils sont différents de ce qu'on voit d'habitude. Je suis artisane et j'adore présenter mes produits artisanaux dans des supports fabriqués en toile, de jute et en alpha. Les prix sont abordables. Cet art dans lequel excelle notre artisan a attiré l'attention de la Chambre de l'artisanat de la wilaya de Constantine, qui envisage de lancer une formation dans ce domaine d'activité. Nous allons accompagner cet artiste et nous irons jusqu'à créer une formation pour apprendre cet art à d'autres jeunes, surtout que la matière première est locale.
Un accompagnement qui permettrait à cet artisan d'élargir son activité et de se faire connaître davantage. Un art qu'on espère se perpétuer encore très longtemps. Place à présent à la rubrique savants et chercheurs avec vous, Ahmed Belghassan. Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Alhamdoulilah. Froidement. Fraîchement, exactement. Fraîchement et froidement, très bien. Alors, vous êtes venu nous parler ce matin d'un écrivain historien. Il s'appelle Abdelkrim El-Fgoun. Il est constantinois. Exactement. On reste à Constantine juste après le reportage parce que apparemment l'artisan est de Constantine. Et là, on va aborder Abdelkrim El-Fgoun, qui est l'un des plus grands savants de la ville de Constantine. C'est en fait le centre de gravité de la famille El-Fgoun. C'est l'un des membres les plus importants, qui était l'un des centres de gravité de la vie intellectuelle de Constantine à l'époque ottomane. C'est une très vieille famille, elle date de 5-6 siècles minimum, donc on connaît quelques éléments, on a même l'arbre généalogique de la famille, et c'est Abdelkrim El-Fgoun qui a été un peu le summum de la famille. Donc, lui, il est né à la fin du 16e, il a vécu il a dépassé la moitié du 17e siècle. Et c'est un élément, il a été vraiment quelqu'un de très pondérateur dans la vie politique de Constantine. Donc, lui, son grand-père qui porte le même nom, donc on lui a donné le nom de son grand-père Abdelkrim, son père Mohamed qui était imam. Son grand-père était mufti, imam. Du côté maternel, son grand-père était mzouar, donc c'était Naqib al-Ashraf de Constantine. Pour vous dire tous les liens qu'a eu cette famille avec les grandes familles de l'époque. Donc, ils avaient même un lien de parenté. Ça, c'est sa calligraphie qu'on va voir. On va même voir sa calligraphie, son écriture à lui. Donc, c'est quelqu'un qui a vécu au moment où le califat ottoman s'est installé en Algérie. Donc, c'est 30 ans après l'installation des Ottomans à Constantine. Donc, il y avait un changement de régime. Et au fait, Constantine et l'Est de l'Algérie a changé même d'appartenance. Donc, ils ont changé même de centre de gravité, pour me répéter. Parce qu'à l'époque, Constantine faisait partie de l'État hafside, du royaume hafside. Donc, ils étaient plus liés à Tunis. Donc, les walis, les gouverneurs de Constantine étaient désignés par Tunis. Donc, c'est au fin du 15e, début du 16e siècle, que Constantine a changé et est maintenant orienté ouest. Donc, la capitale est devenue Alger. Donc, les gouverneurs de Constantine étaient dorénavant désignés d'Alger. Et donc, vous voyez le changement. Donc, les familles doivent un peu se réarranger. Donc, il y a un rééquilibre qui s'installe. Et ça n'a pas été fait, ça ne s'est pas fait facilement. Parce qu'il y a eu d'urbanisme. Non, au niveau d'appartenance, au niveau d'obédience, disons, exactement, politique. Donc, les familles constantinoises ont dû se réadapter. Et l'un des résultats a été l'émergence de la famille Fgoun comme étant une famille très importante et très influente dans la vie de Constantine. Donc, ils étaient au début, c'était des ulama, c'était des muftis, c'était des mudarris dans les différentes mosquées de la ville. Et dorénavant, c'est dans la famille Fgoun qu'allait s'installer Mashiachat l'Islam. Donc, Mashiachat l'Islam, c'est le mufti. Le mufti veut dire que donc il va présider le conseil juridique, il va être aussi le président, le chef de Rakb al-Hajj. Rakb al-Hajj, c'était une tradition parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de bateau. Donc, les déplacements, c'était en caravane. Et donc, la caravane commençait, on ne sait pas où, peut-être au sud, peut-être, je ne sais pas. Et donc, elle se déplaçait de ville en ville à l'arrivée où les gens s'attroupaient, s'amassaient pour suivre la caravane et partir à l'Hajj. Et une fois arrivé à Constantine, c'est dorénavant Cheikh l'Islam, donc Fgoun, qui allait devenir le chef de la caravane. Donc il allait mener la caravane, tout le voyage, il a été responsable du voyage, de l'Hajj qui durait des mois et des mois. Donc il partait donc à pied, il partait en caravane, il partait voie de terre il faisait la Tunisie, la Libye, l'Égypte, faisait le Hajj, puis revenait. Et donc c'était la responsabilité de Rakb al-Hajj incombée à Cheikh l'Islam de Constantine. On n'a pas trop de détails sur cette fonction, mais elle est très importante.
Donc, et puis, c'est quelqu'un qui a été le fruit d'une génération, de la génération de son grand-père. Parce qu'à l'époque de son grand-père, il y avait plein de ulama qu'on connaît un peu. Il y avait le Kemmad, il y avait le Wouzan, il y avait l'Akhdari dans la région de Biskra, il y avait son grand-père qui était Abdelkrim. Et tous ces gens ont été liés à Constantine, qui ont formé beaucoup de gens. Lui, il a été formé apparemment chez les élèves de son grand-père, chez même son père. Donc, et puis, lui-même a formé aussi un tas d'élèves, entre autres Issa Ta'alibi qui est parti vivre et mourir en Orient et qui est devenu un grand savant, c'est une grande référence dans les livres de... Formé en littérature également. Exactement, c'était un poète aussi, donc il a écrit pas mal. Et avec Abdelkrim El-Feghoun, on a aussi un fait nouveau qui s'installe dans le monde musulman, c'est l'arrivée du tabac. Le tabac, bien sûr, il est importé d'Amérique latine, d'Amérique, disons, les Espagnols venaient découvrir, ils ont importé le tabac. Et petit à petit, le tabac a commencé à s'insérer dans la vie quotidienne des musulmans. Donc, il y a eu plusieurs approches vis-à-vis du tabac, plusieurs fatwas. Les gens étaient un peu choqués par ce comportement. Oui. Les gens fumaient. Beaucoup étaient contre. Hein, bien sûr, est-ce qu'il était halal, est-ce qu'il était haram? Lui, donc, il a aussi participé dans la polémique, dans la discussion, et il a écrit un livre sur ça. Donc, bien sûr, il était contre, automatiquement. Forcément. Donc, il a aussi laissé un recueil de poésie qui existe toujours. Et l'un des travaux les plus importants de Cheikh Abdelkrim El-Feghoun a été son livre de biographie, Manchour al-Hidayah. Manchour al-Hidayah, où il expose un peu sa vision de son époque, de sa génération, des gens de ses contemporains. Il a été assez sévère, il a été même très sévère avec certains. Donc il les classe par différentes catégories. Donc il y a des gens qu'il appelle les gens de l'ilm et de Salah, donc les gens qui sont valables, donc qui pouvaient être des références pour la société. Et il y a des gens qui sont plutôt ad'iya, donc c'est des gens c'est des prétendants, ils prétendent être quelque chose qu'ils ne sont pas. Et il a été très dur avec eux, donc il a carrément, donc il les a traités de charlatans pratiquement. Oui. Donc c'est des gens qui prétendaient être des walis, qui prétendaient avoir des prodiges, qui prétendaient être des gens de Salah. Donc lui, il a été très catégorique avec eux. Et là, on voit un peu l'importance de ce qu'on appelle maintenant l'islah. L'islah, c'est la correction. En fait, l'islah a toujours existé dans la vie intellectuelle musulmane. C'est une sorte de comportement d'auto-immunité. Donc, c'est l'immunité de la société vis-à-vis des dérives. Donc, chaque fois qu'on lâche un peu la religion dont le peuple s'approprie, donc elle devient un peu une religion populaire, on tombe un peu dans ces dérives, dans ce charlatanisme. Et là, vous avez tout le temps, vous avez quelqu'un qui s'oppose et qui essaie de rectifier un peu le tir et qui corrige la société. Et c'est ça l'islah. Donc l'islah, c'est pas venu au XXe siècle, on l'a pas découvert en Moyen-Orient. Donc il existe dans toutes les sociétés islamiques. Et entre autres avec Abdelkrim El-Feghoun. Donc, et il a eu aussi, c'est l'une des personnalités qui a eu la chance de tomber sur un grand alim. On a parlé de lui dans cette rubrique, Cheikh Abul Qasim Saadallah, oui, qui lui a consacré un livre, carrément une biographie. Donc, on vient de voir la couverture du livre. Et c'est un livre très important, donc, où toute la vie, l'époque, les écrits, donc, les contemporains, tout a été analysé par Abul Qasim Saadallah. Donc, c'est une très bonne référence concernant Abdelkrim El-Feghoun. Alors, originaire de Constantine, Abdelkrim El-Feghoun était aussi un artiste. Il décrivait la vie culturelle dans la cité de Constantine. Il parlait d'une sorte de nadi, de club de majlis, où étaient interprétés plusieurs genres musicaux. Il organisait justement ce genre à l'époque on disait des nadis. Je pense qu'il y a un peu une incompréhension. Peut-être c'est pas lui, parce que c'est une famille dont le dernier est décédé, enfin le dernier grand nom c'est Hassan, je crois, qui est décédé en 1997. Donc c'est peut-être l'un des descendants. Donc lui n'était pas du tout dans le monde. Abdelkrim El-Feghoun, c'était un rigoriste, c'était pas du tout dans sa méthode. C'est ce qui est écrit en tout cas, c'est ce qui est écrit dans plusieurs articles. En fait, il y a plusieurs. Le premier qui est cité dans l'histoire, c'est le Hassan El-Feghoun, qui est du 6e siècle de l'Hégire, du 7e siècle de l'Hégire. Donc il est connu. Qui n'est pas confusion. Qui n'est pas confusion. Donc, on vient de voir l'arbre généalogique de Cheikh Abdelkrim El-Feghoun.
on voit que la famille a duré 6 siècles. Donc, et jusqu'à présent, la famille existe. Justement, certaines des images que je montre, cette image, par exemple, a été prise je l'ai prise, je me suis donné la liberté de la prendre, de la page de l'un des descendants de Cheikh El-Feghoun. Donc, je le remercie, je ne le connais pas, mais je le remercie. Et je remercie aussi d'autres gens qui ont l'amabilité aussi de publier des fois des images de manuscrits, donc, dont je puise un peu pour étayer un peu la rubrique et pour essayer de... D'accord. Voilà. Alors, il y a aussi... Ça, c'est aussi l'arbre généalogique de la famille. Donc, on voit que le premier Abou Hassan Ali ibn Omar al-Feghoun, c'est 1200. Donc, il est décédé en 1205. Et le dernier, donc, qui est mort, l'un des plus grands aussi, je pense que lui était musicien, il est décédé en 1997. Donc, c'est 7 siècles d'existence. Ah, c'est beaucoup. Mais bien sûr. En parlant d'arbre généalogique, c'est des familles millénaires, exactement. Il y a aussi Abbas Ben Cheikh El-Feghoun, qui est l'un des anciens de la mosquée de Paris. Est-ce qu'ils ont un lien de parenté? C'est Abbas Ben Cheikh El-Hussein. Oui. Pas le Feghoun. Pas le Feghoun, d'accord. Si Yazid, tu me dis c'est le Feghoun. Non. Donc Yazid, tu as ta réponse. Voilà. C'est Abbas Ben Cheikh El-Hussein qui était membre de Jum'iyat al-Ulama et qui a fait... Je connais aussi sa famille, donc je salue Shawqi qui est l'un des neveux de Cheikh Abbas Ben Cheikh El-Hussein. C'est une autre famille, c'est une autre grande famille du Constantinois. Ils ne sont pas de Constantine, ils sont du Constantinois. D'accord. Alors, j'aimerais juste vous poser à vous cette question, Ahmed El-Ghassan. Pour avoir toutes ces informations, est-ce que vous rentrez en contact avec les familles, vous cherchez à entrer en contact avec des petits enfants assez savants? Des fois c'est facile, des fois c'est pas facile, mais des fois c'est un peu facilité par les réseaux sociaux parce que vous voyez, par exemple là pour le Feghoun, vous allez sur le net, vous cherchez le Feghoun, vous tombez sur la famille. Il s'appelle maintenant Ben Cheikh El-Feghoun. Ils ont rajouté un... Donc, parce qu'ils ont gardé le titre de leur aïeul. Mais des fois, c'est pas évident parce qu'il y a des familles qui ont changé de nom. Donc, l'état civil français a changé de nom à certaines familles. On les retrouve, par exemple, la famille Qaddoura, donc c'est l'une des plus grandes familles d'Alger. Maintenant, il s'appelle Sidi Saïd. D'accord. Voilà, exactement. D'accord, très bien. Voilà. On vous retrouvera lundi prochain pour parler de... On verra. On verra en fonction. Très bien. Alors, je vous laisse... Merci Ahmed El-Ghassan, merci pour cet hommage à Abdelkrim El-Feghoun qui est originaire de Constantine, ce grand savant et chercheur. C'est un alem, on le dit. Exactement. Voilà, c'est un alem. Merci pour cet hommage et à lundi prochain, j'espère. Merci beaucoup. Je vous laisse admirer ces images, ces belles images et on sera de retour juste après pour parler technologie, nouvelle technologie. De la douceur enneigée de bon matin, ça fait toujours du bien. On accueille notre première invitée, Dounia Bourrimbouz. Bonjour.
Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Je vois que vous n'êtes pas venu les mains vides, avec un petit robot. Oui, un petit robot. Il viendra à moi après? Oui, peut-être. Peut-être, on verra. Alors merci avant tout d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes une passionnée de robotique. Vous êtes fondatrice de la Robo Kids Academy Algeria. Est-ce que vous pouvez brièvement... Je vois qu'il a déjà des choses à dire, lui. Exact. Alors, est-ce que vous pouvez brièvement nous présenter cette académie? Oui, alors Robo Kids Academy a été fondée en 2018. Oui. C'est très récent. Oui, donc on est spécialisé dans l'apprentissage des nouvelles technologies pour les enfants et les jeunes. Il faut savoir que ce type d'apprentissage est inclus dans le cursus scolaire dans les autres pays, dans les pays développés. Nous, on a pour ambition de démocratiser cet apprentissage des sciences du numérique pour tous les enfants en Algérie. Comment vous avez eu l'idée de vous lancer dans ce domaine-là? C'est justement ça, c'est venu de là. J'ai vu que les enfants dans les autres pays, ils étaient épanouis. Exactement. Donc, à travers ce type de programme, ils peuvent apprendre à créer des jeux vidéo, créer des sites web, créer des applications, programmer des robots. Donc, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, apprendre les nouvelles technologies est devenu une nécessité. C'est de cette... Oui, et justement, et peut-être développer un penchant pour la robotique et tout ce qui est digital. Alors, vous organisez Hackathon Kid, oui, c'est bien ça, une compétition à l'échelle nationale. C'était facile? Pas du tout, surtout que c'est la première édition. Donc, oui, on organise sous le parrainage du ministère de l'économie, de la connaissance et des startups, oui, cet événement national pour encourager les enfants à laisser libre cours à leur imagination et à créer des projets numériques, à innover et à nous montrer qu'est-ce qu'ils veulent réaliser. Donc la compétition se passe en ligne. Il suffit juste de se connecter sur notre site web codzit.com. Codzit, donc codzit.com. Exact. Ils trouveront toutes les modalités d'inscription. Il y a aussi donc la plateforme codzit.com et la première plateforme e-learning, oui, pour apprendre aux enfants le coding, la robotique en Algérie. Exactement, à partir de l'âge de 7 ans. Donc, ils trouveront aussi un contenu numérique, donc des cours préenregistrés où ils peuvent s'inscrire dans des classes virtuelles pour apprendre à créer tout ce qui est numérique. D'accord. Voilà. Alors, bon, Covid oblige, pandémie oblige, ça se passe à travers le monde. J'imagine que pour une première édition, c'était difficile d'opter pour ateliers virtuels. Absolument. C'était compliqué. Vous auriez voulu bien recevoir les enfants, avoir le contact physique, les voir devant vous. C'est vrai qu'actuellement, l'Académie Robo Kids travaille à Ouled Fayet. Donc, on a des cours en présentiel, en respectant bien sûr toutes les consignes de distanciation sociale, etc. Mais pour pouvoir donner la chance à tous les enfants en Algérie de participer dans ce concours, on a opté pour la version en ligne. Cette année, c'était la nouveauté. Donc, RoboKids s'est passé de présentiel à présentiel plus online et on a vu que les enfants, même avec des classes virtuelles, à partir de chez eux, on a des enfants d'Oran, de Béjaïa, de Constantine. Du Sud aussi? Le Sud, ça va être notre deuxième édition. D'accord. Donc on vise en avril, Inch'Allah, à faire l'édition Hackathon Kid à Tamnaraset. D'accord. Donc je donne rendez-vous aux enfants du Sud en mars-avril. On ira aussi en juillet-août à Oran et Constantine. Et comme ça, on aura fait le tour des quatre régions. Des 4 coins du monde. Alors, justement, on en parlera juste après. J'aimerais bien avoir une petite démo depuis tout à l'heure. Je me sens observée. Hein. Non, il n'y a pas de problème. Donc, on utilise des robots éducatifs. Oui. Ces robots, ils sont programmables. Donc, les enfants vont utiliser leur imagination pour donner des instructions aux robots. Par exemple, ils peuvent lui dire il faudra que tu sors d'un labyrinthe. Donc, il y a plein d'instructions à mettre. D'accord. Ils parlent en quelle langue? Anglais. Anglais, d'accord, c'est très bien, c'est encore mieux.
Il s'appelle Dashendot. Dashendot. Si je lui dis Dashendot, il viendra? Il faudra le programmer. Il faudra programmer, d'accord. Voilà. Donc ça, c'est un des robots dont nous disposons. On travaille sur 5 plateformes. Il faut savoir que c'est des robots aux standards internationaux. Donc les enfants qui font la formation chez nous ou n'importe où dans le monde, ils vont recevoir la même formation. Très bien. Alors justement, on a un visuel sur cette démo. Regardez, on revient juste après. Je vais choisir basculer sur l'arrière-plan. Quand on commence, je vais choisir espace. Et quand je suis arrivée en Algérie, je vais choisir l'arrière-plan Alger. Regardez qu'est-ce que ça va donner. Donc, je place ici. Voilà. Très bien, Nada. Merci beaucoup. Donc, vas-y. Très bien. Bravo, Alice. Merci. Donc, maintenant, portez-vous bien. Bye bye. Alors, généralement, vous avez des classes de combien? Alors, dans le virtuel, on est 6 maximum, mais dans le présentiel, on fait 10 par classe. D'accord, donc des algorithmes, des programmation algorithmique. C'est compliqué pour arriver à coder pour une action? Justement, c'est une excellente question. Donc, normalement, ça devrait être compliqué pour un adulte s'il utilise le programme pour la première fois. Mais les chercheurs dans le monde ont simplifié ça pour les enfants. Donc, on travaille sur une programmation visuelle. L'enfant va apprendre à programmer, donc tout ce qui est logique algorithmique, if, then, si, alors, ou, mais en utilisant des blocs. Donc, c'est la programmation visuelle. C'est-à-dire des blocs? Des blocs. Donc, au lieu d'écrire le code en Java ou en C++, voilà, il va plutôt utiliser, comme on vient de le voir sur l'interface Scratch, il va utiliser des blocs qui sont prédéfinis et qu'il va glisser sur l'interface et après, il verra le résultat. D'accord. Et une fois plus grand, il se posera la question qui est qu'est-ce que ce bloc? Il voudra l'étudier et ben, ça sera un programmateur un jour. Voilà. Alors, juste pour revenir pour le concours, la première édition de ce concours, pour s'y inscrire, alors pour les parents qui nous regardent, qui ont des enfants qui sont totalement amoureux de la robotique et de nouvelles technologies de digitalisation, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Aller sur le site codezit.com, s'y inscrire, c'est payant ou pas? Non, l'inscription au hackathon est complètement gratuite. Il y a déjà quelques cours qu'on a mis gratuitement aussi pour que les enfants, par exemple sur la plateforme Scratch, puissent suivre au moins 2 cours pour s'initier. On va organiser aussi des webinars ce vendredi et vendredi prochain, qui seront gratuits bien sûr pour initier les enfants qui souhaitent s'inscrire. Et puis, s'il y a d'autres enfants qui ont fait ça à l'école, il faut savoir qu'il y a certaines écoles privées ou des associations qui font cette qui sont dans cette discipline-là. Exactement, donc ils peuvent aussi participer avec nous. Il y a une tranche d'âge, une brochette de quel âge? De 7 ans, ça commence à 7 ans jusqu'à? Exactement, jusqu'à 16 ans. D'accord, donc voilà. toute l'enfant jusqu'à la majorité, juste avant la majorité. Alors en termes de formation, qu'est-ce que vous transmettez aux enfants dans votre académie? Voilà, donc en fait, il y a 3 disciplines. Donc la programmation informatique, les enfants apprendront à créer des applications avec des logiciels inventés par le MIT, par exemple, comme App Inventor, et facilement utilisable par des enfants. On leur apprend aussi à créer des sites web avec HTML5, tout en simplicité. On leur apprend à créer des jeux vidéo avec la plateforme GameMaker, qui est une plateforme internationale, avec Scratch aussi, qu'on vient de voir comme exemple. Et on leur apprend à programmer et à construire des robots. Donc, on a des petits kits de robots que les enfants vont apprendre à construire. Il y a des sortes de mécanos. Exact. Donc, il y a, en fait, la robotique est multidisciplinaire. Donc, il y a le génie mécanique, l'électrique, l'électronique. Ils vont apprendre pas mal de choses tout en construisant ce robot et après, ils devront le programmer. Donc, la deuxième discipline, c'est la robotique dont je viens de parler.
programmer des robots et les construire. Et la dernière, c'est l'électronique. Donc, on parle aujourd'hui de Internet of Things. C'est les objets connectés. Donc, les enfants vont pouvoir aussi apprendre avec des plateformes telles que Arduino à coder et à créer leur premier objet connecté. D'accord, Voilà. alors avec tout ça, je pense que les parents seront totalement perdus d'ici quelques années avec des enfants qui sont à fond dans la robotique. C'est vrai. Vous avez des enfants? J'ai 3 enfants que je salue, Ryan, Wael et Khadija. D'accord, Oui. ils sont dans votre académie? Les 2 grands, oui, parce que la petite a 3 ans, mais les 2 grands, ils ont 12 ans et 10 ans et ils sont aussi férus de tout ce qui est programmation et robotique. Ils Génial. adorent. C'est l'avenir. C'est l'avenir, c'est la jeune génération qui prendra les devants un jour. Alors, est-ce qu'on a autant de garçons que de filles? C'est une très bonne question aussi. C'est vrai que les filles sont là. On leur demande de s'inscrire. On a tendance à croire que la petite fille, c'est la poupée, la Barbie, etc. mais en fait, pas du tout. Non. D'ailleurs, vous venez de voir la formatrice que je salue, Racha, étudiante en dernière année à l'ESI, qui travaille avec nous à mi-temps. Je salue aussi Manel et Wassim et toute l'équipe qui travaille avec nous. Donc, on a des filles aussi qui participent aux ateliers. C'est vrai qu'il y a plus de garçons que de filles. Mais c'est en train de changer. C'est en train de changer. Voilà. D'accord. Alors, on a eu des visuels tout au long de cette rubrique, donc vidéo ludique sur les jeux robotiques pour enfants. Vous avez un prochain événement? Le prochain événement après le hackathon Alger sera le hackathon à Tamnasset. D'accord. Voilà. Les inscriptions, c'est jusqu'à quand? Il y a une date, une deadline? Exact, oui. Donc les inscriptions sont jusqu'au 2 février et la finale se tiendra le 6 au niveau 6 février. Le 6 février, voilà, avec notre partenaire CapCowork qui hoste l'événement. Et je tiens aussi à saluer l'organisation GAN, donc Groupement algérien des acteurs du numérique. On les salue aussi. Voilà, qui sont nos partenaires sur cet événement. Très bien. Merci beaucoup. Merci Dounia Bourrambouz, pardon, excusez-moi. Merci beaucoup. Eh bien, on espère vous recevoir dès le prochain événement. Inch'Allah. Avec plaisir de vous appeler. Vous êtes la bienvenue. Merci beaucoup. Merci. On passe à présent à la rubrique Coin vert avec Meriem Oussaïd qui n'est pas avec nous ce matin sur ce plateau, mais a préféré cette fois présenter sa rubrique Au grand air à Staouili à l'ouest d'Alger, du côté de la Bridja. Elle a bien raison, en plein air, ça fait du bien. Meriem Oussaïd a passé quelques heures avec un pépiniériste qui s'appelle Mata. Tous deux, eh bien, nous ferons découvrir l'art de la semaille, des fleurs du semi-printemps. C'est la saison, je vous laisse admirer.
Même un peu froid. À l'extérieur, donc de préférence le mettre en intérieur? À l'intérieur, c'est mieux, mais à la lumière, devant une fenêtre. Ou bien au niveau d'un balcon, ça dépend. Ça dépend aussi des graines. Il y a des graines qui supportent le froid, d'autres non. Donc il y a quand même un truc, il faut choisir en fonction de la graine. D'accord, très bien. Donc on commence, on va commencer. On peut dire qu'ici, le semis est bien réussi. Il est bien réparti là. Voilà, il est bien réparti, ça sera plus simple. Il est très réparti parce que c'est une graine qui coûte très cher. Donc on n'a pas intérêt à, en mettre autant. À mettre autant, voilà. Très bien. Alors que ça, on a beaucoup de graines. Généralement, on les fait nous-mêmes ici sur place. Comme on en a tellement, donc on peut toujours semer comme on veut. Mais ça reste quand même un problème. Très bien. Donc moi je vous remercie de nous avoir montré comment bien semer. J'espère que donc, vous avez tout bien compris, que ça va vous donner surtout envie de faire vos propres semis. Pour la simple et bonne raison qu'il y a deux choses qui sont sympathiques, c'est que d'une, ça ne coûte pas très cher parce que d'acheter des petits sachets de graines, on peut en faire beaucoup. Et deuxièmement, surtout, le plaisir de faire les choses soi-même. Donc je vous conseille de semer. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Inch'Allah. Et à la semaine prochaine. Merci. Voilà. Et oui, Mariam Moussaïd, ça nous a même donné très envie de semer des semis printanières. Et la bonne nouvelle, c'est que même si on est en ville et en appartement, eh bien, on peut semer beaucoup de variétés de fleurs. Semis printemps, c'est comme ça qu'on les appelle, pour fleurir ses fenêtres et balcons. Pourquoi pas, ça ne coûte pas cher.
c'est pour pas grand-chose au final. Semer donc pour préparer les beaux jours et profiter d'un été fleuri. Pourquoi pas en faire profiter aussi vos proches, vos amis, votre famille, en leur offrant une jolie rose. Ça fait toujours plaisir. Et on accueille à présent nos deux derniers invités, notre dernier plateau débat. Ludmila Yils, bonjour. Bonjour. Vous êtes handballeuse. Oui, handballeuse à l'HBCEB. Très bien. Et docteur Mahfoud Belhout, bonjour à vous. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté l'invitation, docteur Mahfoud Belhout. Vous êtes président du Croissant Rouge algérien au comité d'Alger. Vous êtes là pour nous parler de la campagne du don de sang. Aujourd'hui, il y a urgence. Tout à fait, exactement. Comme vous savez, le Croissant Rouge a une stratégie en matière de promotion du don de sang. Donc c'est une stratégie qui a été élaborée et diffusée à travers le territoire national pour promouvoir et aussi pour alimenter les banques de sang. Il faut savoir que durant l'épidémie de la Covid-19, donc il y a eu un manque flagrant en matière d'alimentation des banques de sang. Donc on a constaté cela à travers les messages d'urgence qui ont été lancés à travers Facebook, aussi à travers nos partenaires qui sont au niveau des structures sanitaires, pour accentuer et aussi pour intensifier nos actions. Donc par rapport à cela, donc, nous avons élaboré tout un plan d'action qui s'est étalé malgré la pandémie du Covid. C'était de sortir sur terrain, sur les comptes placettes publiques, etc. Ça a été concrétisé grâce à l'aide de l'Agence nationale de sang. Oui. Donc notre but, c'était d'abord alimenter les banques de sang et aussi faire la promotion de sang à travers la population. D'accord, alors docteur Mahfoud Belhout, vous le disiez, les structures hospitalières ont manqué, passent par une période plutôt difficile en matière d'abondance de sang, de poches de sang. La pandémie du Covid n'a rien facilité, elle a totalement chamboulé nos vies, tout bouleversé nos habitudes, et c'est vrai qu'on pense de moins en moins à aller donner notre sang, déjà par crainte de se faire contaminer par la Covid. Exactement. Donc au début, il y avait une certaine orientation avant l'épidémie de la Covid. Donc les gens partaient au niveau des structures de transfusion sanguine au niveau des hôpitaux, ou bien dans ce qu'on appelle les clinomobiles qu'on peut les trouver dans les placettes publiques. Mais malheureusement, à cause de la Covid-19, ça a bouleversé vraiment l'acheminement du sang et aussi par rapport à la collecte de sang. Donc on a visé, comme je disais tout à l'heure, c'est par rapport à la promotion à travers l'organisation des campagnes dans les rues, etc. Et récemment, on a fait une action avec la Confédération algérienne du patronat. Donc notre but, c'est aller directement vers tout ce qui est société, tout ce qui est employé, pour aussi augmenter le nombre de donneurs. D'accord. Et j'imagine que vous rassurez aussi les citoyens à donner leur sang. Il faut savoir qu'il y a toutes les mesures sanitaires, elles sont respectées. Ouais. Il y a ça par rapport à la distanciation, par rapport le port du masque, les gants. Exactement. Il y a aussi avant de procéder à le prélèvement sanguin, donc le donneur, éventuellement le futur donneur, donc il sera en quelque sorte accueilli par un médecin qui va lui poser certaines questions par rapport à son état de santé. D'accord. Alors, quel est le constat que vous faites sur le terrain? Il y a de moins en moins de personnes qui se présentent pour donner leur sang, ça, d'accord, on le sait. Vous avez des chiffres? Pour les chiffres, sincèrement, je n'ai pas. Mais ce que je peux dire que pendant la pandémie de la Covid, donc il y avait vraiment un manque flagrant en matière de sang. D'accord. Vous pouvez nous rappeler alors l'importance de donner son sang et dans quelles circonstances on en a besoin? Par exemple, des exemples de situations où on ne peut pas se passer de la banque de sang. Par exemple quelqu'un qui doit se faire opérer en urgence, qui était victime d'une opération, d'un accident de voiture, ou bien d'un accident domestique, ou bien par exemple quelqu'un qui est hospitalisé au niveau du sang, au niveau de l'hôpital, etc. Donc ces genres de personnes, leur vie elle dépend du sang. Donc c'est pour ça qu'on essaye de promouvoir la culture du don de sang
pour que chaque citoyen peut aller directement vers ces centres de transfusion pour donner son sang et être un donneur régulier. D'accord, alors on parlera tout à l'heure des conditions, mais avant, les résus. Pour les résus... Qu'il n'y ait pas de confusion, là. Il y a résus négatif, résus positif. Tout à fait. Le besoin est où? Tout donneur, il est bienvenu. D'accord, tous les donneurs. Surtout les résus négatifs. Tout à fait. Voilà, très bien. Alors restez avec nous, je vous propose de suivre en images le lancement de la campagne nationale de don du sang, ainsi un sujet signé Riles Oulthamouda. Regardez. Ce mois de janvier, c'était le coup d'envoi de la campagne nationale de don de sang. L'objectif des organisateurs est de soutenir l'Agence nationale du sang et assurer aux hôpitaux et les établissements de santé un approvisionnement régulier de cette substance vitale. Au programme des collectes mobiles et des déplacements de proximité. Car durant le premier semestre de 2020, une régression des collectes a été enregistrée. 291 754 dons de sang, soit 9% de moins qu'en 2019. Notre présence aujourd'hui en tant que Croissant Rouge algérien rentre dans le cadre de ces actions de solidarité. On a multiplié nos actions parce que nous avons constaté un manque flagrant en matière de dons de sang. Donc durant cette épidémie, on a organisé plusieurs collectes de sang à travers le territoire national et en collaboration avec l'Agence nationale du sang qui est un partenaire clé du Croissant Rouge algérien. L'Agence nationale du sang travaille avec l'ensemble des associations, notamment dans cette période de crise sanitaire que connaît le pays à travers l'organisation de différentes campagnes de collecte et de sensibilisation. Nous tenons à lancer un message qui, à travers les ondes de Canal Algérie, pour l'ensemble des citoyens désireux de faire un don de sang, que toutes les mesures sont prises au niveau, que ce soit des structures de transfusion sanguine ou au niveau des collectes mobiles, comme vous le voyez aujourd'hui. L'Agence nationale du sang a envoyé un ensemble de recommandations pour apporter d'abord une sécurité pour le donneur, pour le malade et pour le staff médical et paramédical. Un geste simple, rapide et salvateur. Le don du sang, l'un des plus beaux gestes civiques. Selon l'Agence nationale du sang, 63% des dons collectés en 2020 proviennent de donneurs bénévoles, dont 23% seulement sont des donneurs réguliers. Il est préférable de donner régulièrement du sang pour alimenter la banque, sachant qu'on a un grand pays, donc il faut un peu la répartir partout sur le territoire. Et les besoins, en général, par exemple, safe en été, avec les départs en vacances, malheureusement, il y a plus d'accidents de la route, donc c'est une période où on a plus besoin de sang. Donc voilà, il faut habituer les gens, faire une grande communication sur le fait qu'il n'y ait pas de risque pour pouvoir alimenter la banque en temps réel. Il y a beaucoup d'a priori, il y a les gens qui pensent que parce qu'ils sont hypertendus ou ceci ou cela, on ne donne pas. C'est le médecin qui décide. Il y a des cas où vous pouvez ou vous ne pouvez pas. Les femmes aussi peuvent donner. Je suis venue aujourd'hui pour donner mon sang. Effectivement, les réserves elles sont vraiment vides et on sait qu'avec la crise du Covid, plein de personnes, elles ne viennent pas, elles ont peur du Covid. Moi, je leur dis, on a pris toutes les précautions possibles. Il y a des masques, il y a des gels, donc à chaque fois qu'il y a un passage, donc il y a une désinfection. Il faut vraiment que vous veniez parce qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin de nous, de notre sang. Un liquide précieux, les dons du sang, restent indispensables pour approvisionner les stocks des hôpitaux. Une réserve fragile qu'il faut sans cesse alimenter. Enfin, une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les mains à faire. Coral Peinture qui sponsorise cette émission comme tous les matins. Alors on revient à notre sujet du jour, le don du sang. Alors pour donner son sang, monsieur docteur Belhout, il y a des conditions.
Tout à fait, pour donner son sang et aussi être un donneur régulier. Donc il y a certaines conditions, c'est d'avoir entre 18 ans et 65 ans, être indemne de toute pathologie au moment du sang, de don de sang. Aussi les personnes qui ont été tatouées et ils ont fait un piercing, donc ils sont exclus pendant une période par rapport pendant une période. Oui. Et aussi, il ne faut pas être enceinte ou bien une femme qui vient d'être accouchée. Oui, forcément, ça affaiblirait son immunité. Alors, il faudrait quand même inscrire ça dans la culture, dans notre culture, avoir un rendez-vous au moins trimestriel. Fidéliser les donneurs. Exactement. Ce que vous venez de dire par rapport à fidéliser le donneur, c'est ça notre objectif, c'est d'inclure cette culture pour nos citoyens. Dans le sens, c'est la personne, elle va devenir donneur régulier, elle aura sa carte de donneur et donc elle pourra donner son sang à chaque trimestre. Et aussi, c'est un acte de solidarité vis-à-vis de certains malades. D'accord, et on peut donner notre sang tous les 3 mois. Tous les 3 mois. Et pour les femmes, chaque 4 mois. Chaque 4 mois, d'accord, très bien. Alors en parlant de conditions, Ludmila Yels, vous êtes en parfaite condition physique, on le voit bien. Écoutez, j'essaie. Vous êtes handballeuse, donc au Handball Club d'El Biar. C'est ça. Bravo. Oui, merci. J'imagine que vous suivez de très près la compétition mondiale qui se passe en Égypte. Oui. On affronte aujourd'hui l'Islande. Oui, non, c'est le Portugal. C'est le Portugal, hier c'était l'Islande. Voilà, c'est bien ça. Alors quel message vous lancez aux personnes qui nous regardent pour les encourager à eux-mêmes à donner leur sang? Écoutez, moi je pense que c'est quelque chose de très important, mais qui est malheureusement assez... On n'en parle pas trop dans le domaine sportif, et je pense que ça, ce serait dommage, parce que moi je voudrais qu'il y ait des campagnes de sensibilisation un peu, qu'on en entende parler, qu'on se fasse justement des campagnes de don de sang, que les gens viennent, parce que c'est quelque chose en tant que sportif, des fois on ne se sent pas vraiment concerné par ça. Or ça, c'est au contraire. Et le don du sang pour les sportifs est un peu particulier quand même. Oui, il y a plus de consignes. C'est vrai que c'est un peu particulier par rapport aux performances, parce que donner son sang, comme monsieur l'a dit, tous les 3 mois, je pense que ça pourrait un peu diminuer des performances en tant qu'athlète. Surtout si on est en pleine compète, si on est un peu entre parenthèses de haut niveau. Je pense que ça pourrait être assez délicat, mais si, je sais pas moi, 2 fois par an... Il y a le médecin de l'équipe, exactement, c'est ça. Il y a le médecin qui suit, il y a tout le monde. Moi, personnellement, je suis handballeuse, mais je suis aussi étudiante en médecine. Je suis en 6e année. Vous êtes très bien placée pour en parler. Donc je sais un peu de quoi je parle. Mais c'est ça, moi je pense que c'est très important. Déjà, c'est un devoir, déjà en tant que citoyen, et en particulier en tant que sportif. Parce qu'un sportif, il est en bonne santé, en général, il n'a pas de tard ou un truc comme ça. Du coup, il est plus sujet au don de sang. Donc j'invite tous les sportifs à donner leur sang au moins 1 fois par an, et à contribuer justement à sauver des vies. Parce que je pense que c'est... l'impact, il est plus moral que physique dans ce cas-là, parce que dormir le soir en se disant qu'on a peut-être contribué à sauver une vie, à aider une personne qui était dans le besoin, et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui fait du bien. Alors, vous êtes en 6e année de médecine, vous comptez vous spécialiser dans une discipline en particulier? Pour le moment, j'ai envie de finir d'abord. D'accord, c'est déjà un gros bloc. Et après, peut-être que je m'orienterai vers la médecine du sport ou un truc comme ça qui reste dans le domaine. Ça coule de source, ça va de soi, voilà, c'est votre domaine. Alors, est-ce qu'en étant dans le milieu hospitalier, vous avez remarqué une certaine pénurie de pochettes de sang? Une pénurie, et c'est surtout, je pense, par rapport à la crainte. Oui, justement. Par rapport à la Covid-19, parce que... Il y a moins de donneurs. J'imagine, parce que, vous savez, on a tous peur, au fond. C'est une épidémie, c'est l'hôpital, c'est y aller, prendre le risque de se faire contaminer. Ça, vous savez, c'est la hantise des gens. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec, comme monsieur l'a dit, toutes les mesures sanitaires qui ont été mises en place et tout, je pense que on n'a pas à avoir aussi peur. Il faudrait juste mettre son masque ou sa bavette et respecter les mesures de prévention, et je pense que ça irait. D'accord, très bien. Alors, je reviens vers vous, Mahfoud Belhout. Est-ce qu'il y a des ambassadeurs de cette campagne du don du sang à titre c'est bénévole?
Vous avez au niveau du Croissant Rouge, on a ce qu'on appelle les ambassadeurs de bonne volonté. Oui. Donc, par exemple, je peux citer Antar Yahya et Mkhloufi, l'athlète. Des sportifs en plus. Exactement, tout à fait. Donc, par exemple, ils ont lancé eux-mêmes une campagne de don de sang, c'était en 2015, si je me rappelle, 2015-2016. Donc, c'était au niveau de la fac centrale où il y avait beaucoup d'étudiants. Donc, notre but, c'est en quelque sorte, c'est avoir un impact sur les jeunes qui les suivent. Donc, il faut dire que c'est des personnalités publiques et c'est une personnalité nationale. Donc, c'est une manière d'encourager les jeunes, en quelque sorte, de les suivre et aller vers des gestes de solidarité, et quel que soit don de sang, etc. Les messages, justement, nous les médias, on a intérêt, voilà, on essaie de transmettre, de sensibiliser les gens, mais ça passe aussi par des vedettes sportives, des artistes dans la musique, dans le chant, dans le cinéma. Ils ont justement ce pouvoir d'influencer les citoyens à cet acte Exactement, c'était notre stratégie depuis 2014, d'inclure dans nos actions de solidarité les personnalités publiques, etc., oui, nationales, et pour promouvoir les gestes et les actes de solidarité auprès de nos citoyens. D'accord. Alors avant je vous propose de regarder ce spot sur la campagne nationale du don de sang. J'aimerais juste revenir avec vous, Ludmila Yıldız. Est-ce que vous donnez régulièrement votre sang? Alors moi personnellement, sincèrement non, je ne donne pas régulièrement, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et malheureusement, comme je vous l'ai déjà dit, en tant que sportive, on est un peu réticent et c'est, je sais pas, on a peur que ça altère un peu les performances de l'autre côté. Mais sinon, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur. D'ailleurs, je remercie l'initiative du Croissant Rouge et justement le fait d'avoir des ambassadeurs comme ça, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose d'important et c'est quelque chose qui nous manque ici dans notre pays. Moi, j'aimerais bien avoir justement des personnes qui font justement la promotion du don de sang dans le milieu sportif, les fédérations, le ministère de la Jeunesse et des Sports. Moi, je pense que tout le monde devrait travailler ensemble pour justement qu'on donne plus de notre sang. Exactement. Alors je vous laisse regarder ce spot et on revient juste après. Partout dans le monde, des personnes ont besoin de sang. Qui a besoin de sang? Certaines femmes lors de l'accouchement. Les personnes blessées qui perdent beaucoup de sang, par exemple les accidentés de la route. Ou certains enfants atteints de paludisme. Pour traiter les hémorragies sévères et l'anémie grave du paludisme, le sang est absolument nécessaire. Pour avoir accès à du sang, nous avons besoin de donneurs. Le donneur sera accompagné tout au long du don de sang par du personnel médical qui pourra le rassurer. Maintenant que vous êtes rassuré, vous voulez savoir si vous pouvez donner votre sang. Vous devez avoir plus de 18 ans, une tension artérielle normale, un taux d'hémoglobine normal, vous devez peser plus de 45 kg et vous ne devez pas avoir de traitement en cours. Des tests sanguins sont également effectués. Si tous les résultats sont négatifs, nous pourrons vous prélever au maximum 450 ml de sang. Le volume de sang prélevé peut être transfusé à un adulte ou jusqu'à 3 enfants. Après un don de sang, quelques minutes de repos et une collation suffiront à vous remettre d'aplomb, car le volume de sang prélevé et ses constituants se renouvellent entre quelques heures et pour les globules rouges, quelques jours. Grâce à votre don, nos 3 patients vont pouvoir bénéficier d'une transfusion qui pourra leur sauver la vie et leur permettre de rentrer chez eux après quelques jours. Vous sauvez des vies en donnant votre sang, et pour donner notre sang, eh bien, il faut être en excellente santé physique. Et Ludmila Yıldız, avec la fermeture des salles de sport qui, depuis déjà plusieurs mois,
on a du mal à faire du sport. C'est ça, ça devient de plus en plus compliqué. Là, on est à presque une année sans salle. Oui. Après, moi, si vous voulez, en tant que senior, on va dire, en tant qu'athlète quasiment de haut niveau, on essaye un peu de se débrouiller. Mais moi, par contre, je pense aux enfants, je pense aux personnes, aux petites catégories. C'est ceux-là qui souffrent le plus parce qu'avec leurs études, avec tout ce qu'ils font en parallèle, le sport, un peu, ça leur permettait un peu de s'équilibrer. C'était l'équilibre des enfants, le sport. Maintenant, on voit que les gens sont stressés, les enfants sont stressés. Ça a un réel impact sur le moral et sur le physique aussi. Donc moi j'espère vraiment que la réouverture sera pour... Mais entre-temps, vous les encouragez à faire comment? Bien, entre-temps, on se débrouille. Hein. À la maison? À la maison, s'il y a des espaces verts, s'il y a des jardins, s'il y a même... En plein air, c'est aussi bien. Exactement, c'est facile de faire du sport maintenant, mais après c'est sur le long terme que ça devient compliqué. Oui. Nous par exemple, 10 mois sans salle, on a essayé de faire avec les premiers temps, mais à un moment donné... Pour les sportifs de haut niveau, c'est vrai que c'est compliqué. C'est très compliqué, ouais. Donc j'espère vraiment que en tout cas, il y a des vidéos sur YouTube, des tutos, je vous y encourage à y aller. Oui. Avec voilà, maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup de vidéos en ligne qui incitent à faire du sport sur plusieurs heures, 1 heure, 2 heures, ça dépend du timing. Après, je pense que ça remplace pas la salle. Ça remplace pas, parce que faire du sport à la maison, vous pouvez tenir mais en attendant, on peut avec de la musique à la maison. Ouais. Voilà, une bouteille d'eau, il faut s'hydrater en faisant du sport, c'est important pour les muscles. Voilà, je pense qu'on peut dépanner. Oui, mais j'espère que ce ne sera pas pour longtemps encore. J'espère. J'ouvre une parenthèse parce qu'elle a parlé par rapport à la fermeture des salles et aussi par rapport à l'impact de la Covid sur le plan psychologique, etc., le stress, etc. Par rapport à cela, donc le Croissant Rouge en partenariat avec l'association algérienne du planning familial, on met à la disposition de la population un numéro vert qui est le 1005. 1005. Voilà, c'est un numéro vert qui est gratuit d'un fixe à un fixe pour en quelque sorte pour répondre à toute personne qui souffre d'une souffrance psychologique ou bien qui est stressée, etc. Donc au bout du fil, il y a des psychologues qui vont répondre à ces appels. Donc voilà. D'accord, l'appel est lancé le 10-05, numéro vert. Voilà. Donc merci beaucoup, merci Mahfoud Belhout, docteur Mahfoud Belhout. Alors rendez-vous du jour, je pense que c'est ce match tant attendu, Algérie-Portugal, c'est à quelle heure? C'est à 18h. Je pense que Canal Algérie retransmettra ce match. Alors, on souhaite beaucoup de succès et de réussite à notre équipe nationale. Mahfoud Belhout, vous allez regarder le match? Exactement. Et comment? Évidemment. On espère être qualifié. Alors on peut en connaître un peu parce qu'on a beaucoup de gens qui nous regardent qui sont férus de sport. D'accord. Le score aujourd'hui? Ça risque d'être compliqué un peu parce qu'on aura en face une grande équipe du Portugal, mais après je pense qu'ils essaieront ils se donneront au maximum pour juste bien jouer. L'essentiel c'est qu'ils joueront. Un pronostic? Moi je pense que ça risque d'être compliqué franchement. Mais bon, faut être positif. Faut être positif, ouais. En tout cas, la positivité c'est qu'on est qualifié dans tous les cas. Exact. On a gagné donc on est qualifié. Après faudra se battre. Un pronostic, docteur Belhout? J'espère qu'on va gagner. Ouais, c'est tout. Merci. Alors, on rappelle le numéro vert installé par le Croissant Rouge algérien, le 10-05, c'est important. C'est un fixe, de fixe à un fixe. De fixe à fixe. Dans un premier temps, et on espère que ce soit portable ou portable fixe et vice-versa. Merci beaucoup. Merci Ludmila Iles. Je rappelle que vous êtes grande athlète de handball, donc au handball club d'Elbiar. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour vos conseils. Mais je vous en prie. Merci à vous pour l'invitation. On a une petite pause musicale et on revient juste après. يشبان الراش وليس يتشور البغي مولاش أكلي ذا قشيش يشبان الراش وليس يتشور البغي مولاش أسفا والي إغفاس مكثين الصورة استهثار أين العالي يغل ثيرين ترقو ذاي نور الفرو ذاكيغ يترقو يسف حد يحكو
زوين موسيكلو يخفي سيروي ولي ثورغو كفات زوين موسيكلو يخفي سيروي ولي ثورغو مبلا موانس تجات تمسر فنيا وكل أحوال تتنادي غص وقد وقفت حجمي بس في التربية زي نور الفرور في التربية. Une chanson très apaisante, donc une voix du chanteur Ménade avec de très belles illustrations du village Tugensheft. Voilà, donc merci à la réalisation d'avoir passé ce très bel extrait. Merci beaucoup. Alors un dernier mot, Dr Mahfoud Belhout. Moi, je lance un message pour toute personne qui veut contribuer à aider d'autres personnes qui sont dans le besoin, surtout en matière de promotion du don de sang, c'est aller vers un centre de transfusion sanguine et donner de son sang et être un donneur régulier. Un donneur régulier, voilà, tous les 3 mois pour l'homme, tous les 4 mois pour les femmes. Numéro vert 1005, de fixe à fixe en attendant. Merci beaucoup, merci Dr Mahfoud Belhout. Donc je rappelle que vous êtes le président du Croissant Rouge algérien au comité d'Alger. Merci d'être venu. Merci pour l'invitation. Je vous en prie, c'est normal. Merci Ludmila Yales, merci. Et on souhaite très bon courage. Merci beaucoup. On espère que les salles réouvriront rien pour vous. J'espère, merci, c'est gentil. Merci. Alors, je rappelle, nous parlions de l'importance de donner son sang, des vies en dépendent, il faut le rappeler. Nous arrivons à la fin de ce numéro sponsorisé par Coral Peinture, notre sponsor. Merci de nous avoir été fidèles. On remercie nos invités ainsi que toute l'équipe qui a contribué à la réussite de cette émission. Il ne me reste plus qu'à vous dire à demain, même chaîne, même heure pour votre matinale sur Canal Algérie. En attendant, bien, je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien. On est encore fini. أكلي ذاق شيش بان الراش وليس يتشور لبغي مولاش أكلي ذاق شيش بان الراش وليس يتشور لبغي مولاش أسفا والي إغفاس مكثي الصورة